Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Jacques Chirac rappelle à l'ordre Lionel Jospin en décrochant son téléphone dès le retour à Paris du Premier ministre. Ce soir, Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, affirme que les propos du Premier ministre sont fondés sur le cœur et la conviction. L'inauguration du Salon de l'Agriculture, 600 000 visiteurs attendus et le premier d'entre eux, le président de la République, avec une sage rencontre, José Bové, son livre à la main. Un ouf de soulagement pour tous les animaux domestiques. À partir de demain, ils pourront rentrer en Grande-Bretagne sans subir une quarantaine de 6 mois, une mesure qui aura vécu plus d'un siècle. Le prêt-à-porter, le talent des créateurs qui habillent pour l'hiver, la collection Balmain emmenée par Gilles Dufour, une mode qui ne se prend pas au sérieux mais pleine de talent. Le retour de Lionel Jospin à Paris, suivi de la sévère mise au point du président de la République, n'a certainement pas clos ce chapitre délicat de la cohabitation. Certes, Jacques Chirac a pris l'initiative d'appeler par téléphone le chef du gouvernement pour lui rappeler qu'il n'y avait qu'une seule politique de la France à l'étranger. Et c'est vrai qu'Hubert Védrine a tenté de désamorcer toute mauvaise interprétation des propos de Lionel Jospin. Mais au fond, chacun reste sur ses positions. Les images tournées hier à Ramallah seront là pour le rappeler et les commentaires politiques continuaient de s'ajouter les uns aux autres tout au long de ce dimanche. Arnaud Boutet, Marie-Laure Gendre. 21h15 hier soir, l'avion du Premier ministre en provenance de Gaza atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle. La délégation française compte une quarantaine de personnes, dont plusieurs ministres. Fin du voyage écourté après les incidents de samedi matin. Lionel Jospin se montre souriant. Il tire un premier bilan de son séjour, mais refuse de parler d'échec. Comment s'est passé ce voyage d'abord? Oui, très bien. Quant à sa rencontre avec Jacques Chirac, mercredi matin, dans le Conseil des ministres, oui. Merci, on aura sûrement un contact au téléphone avant. Autrement dit, il n'entend pas modifier son agenda et répondre à la convocation du président de la République. Jacques Chirac a donc décroché lui-même son téléphone peu avant minuit pour sévèrement rappeler à l'ordre Lionel Jospin. Dans un communiqué, l'Élysée réaffirme la constance de la politique étrangère de la France et l'équilibre qui inspire l'action de notre pays au Proche-Orient, action qui demeure inchangée. L'opposition profite de l'aubaine et tire à boulet rouge sur le Premier ministre. L'intérêt de la France n'est pas de changer de politique au Proche-Orient et je souhaite donc que M. Jospin tourne la page et ferme cette parenthèse qu'il a, il faut le dire, malencontreusement ouverte. Il a tenté quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Il s'est servi de la politique étrangère à l'étranger pour régler des comptes en politique intérieure. Et ça, je crois que c'est une erreur. Tous ceux qui l'ont fait avant lui n'en ont pas été récompensés. Depuis ce matin, Hubert Védrine vient à la rescousse et tente d'expliquer pourquoi Lionel Jospin a qualifié de terroristes les attaques du Hezbollah. Il a, je crois, laissé parler et son émotion et son cœur. Il l'a fait d'une façon très forte, très vigoureuse, très convaincue. Parce que ce qui commande tout, je le répète, c'est la recherche de la paix. Second objectif, minimiser cette crise de la cohabitation. Il n'y a pas de doute à avoir sur la diplomatie et sur la politique étrangère française. Dans la mise en œuvre de cette politique étrangère, chacun y apporte sa tonalité, sa personnalité, sa sensibilité, sa contribution. Et qu'au total, la France parle d'une seule voix. Ce matin, au Salon de l'Agriculture, Jacques Chirac n'a voulu faire aucun commentaire. Il s'expliquera avec Lionel Jospin en tête-à-tête mercredi, avant le Conseil des ministres. Les déclarations pro-israéliennes de Lionel Jospin ont provoqué, vous le savez, la réprobation, voire la colère du monde arabe. Aujourd'hui, à Naplouse, en Cisjordanie, les étudiants palestiniens ont brûlé des portraits du Premier ministre français. Quelques 200 étudiants ont défilé portant des banderoles hostiles au Premier ministre. À Hébron, plusieurs milliers de manifestants sympathisants du mouvement Hamas s'en sont pris au drapeau français. Le ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine estimait ce soir que ces incidents n'étaient pas vraiment spontanés. Quant à l'autorité palestinienne, elle en rend responsable le mouvement islamiste. Enfin, au Liban, dans les rues du port de Saïda, ce cortège conduit par le ministre du Travail, représentant le président au pouvoir, qui dénonce l'agent américain Jospin. Dès ce matin, le Hezbollah réclamait les excuses de Lionel Jospin. L'occasion pour nous de resituer sur le terrain ce mouvement dont la branche armée a tué fin janvier 7 soldats israéliens, provoquant la riposte israélienne sur les installations électriques libanaises. Bernard Lebrun et Jean-François Hoffmann se sont rendus au sud Liban. Le portrait d'un fondateur du Hezbollah, la ville et ses 60 000 habitants.
et la position militaire israélienne de Dabché, vision du Sud-Liban à la frontière de la zone occupée. Ils portent l'uniforme noir du Hezbollah, littéralement les fous de Dieu, et sont dirigés par une hiérarchie religieuse chiite. Mouvement fondamentaliste pour les uns, organisation terroriste pour les autres, le Hezbollah se veut d'abord un parti politique, libanais et très structuré. Avec désormais 9 députés au Parlement de Beyrouth et contrôlant de nombreuses mairies du Sud-Liban, comme Nabatiyeh. La branche armée du Hezbollah, la résistance islamique, puis ses recrues, dans ses rangs. Monte à la tribune le secrétaire général du parti, Cher Hassan Nasrallah. Sa première apparition publique depuis les frappes sur les stations électriques. En clair, voici explicité par un député son message. Nous allons continuer la résistance, ça c'est sûr, et simple, jusqu'au retrait de l'armée israélienne du Sud-Liban. Les opérations de la résistance ne sont pas liées aux négociations ou bien à aucune raison politique qui dit aujourd'hui intensifier et demain cesser. Dans l'immédiat, pas de riposte et pas question de filmer les combattants. Il faut se contenter de ces cassettes de propagande où l'on voit des résistants islamiques équipés de M16 américains. Alors, le Hezbollah montre sa vitrine sociale. Tel l'hôpital d'Al-Janoud de Nabatiyeh, maternité, consultation, laboratoire et pharmacie, tout ici est moins cher parce que financé par le parti. Et l'hôpital est ouvert à tous les docteurs de la ville, y compris les laïcs. Ils chantent en anglais. L'école, elle aussi, est financée par le Hezbollah, même si la scolarité est partiellement payante pour les familles. Pas d'instruction religieuse spécifique, on apprend le français, langue du Liban, tout comme l'arabe. Pour autant, la politique ne reste pas à la porte de l'école. C'est la semaine de la résistance, nous dit-on. Le thème des cours de dessin porte sur la situation politique dans la région. L'influence se fait clairement sentir. Les grands frères syriens et iraniens veillent sur le Hezbollah et justement, la volonté de négocier de l'un, l'évolution politique de l'autre, ne sont pas sans influencer le parti chiite. Revenons à présent sur la question de la sécurité défaillante qui entourait le Premier ministre hier matin à l'université de Birzeit, un dispositif qui en tout cas n'a que très mal protégé le Premier ministre. Alors comment peut-on décoder ces images de quasi-émeutes qui nous restent en mémoire? Hervé Brusini. D'abord des manifestants anti-Jospin et sur la gauche une voiture blanche furtive suivie par 2 autres véhicules de sécurité. Arrive ensuite la voiture officielle du Premier ministre français. La délégation s'apprête à pénétrer l'université de Birzeit et déjà le ton est donné. Jospin complice, baraque terroriste, Jospin complice. À l'image de cet homme en cravate, les membres du service de protection des hautes personnalités sont sur le qui-vive. Il y a de quoi. La visite commence dans un climat tendu. Ce n'était pas le cas pour Hubert Védrine il y a 3 ans au même endroit. 2 véhicules, l'escorte de la police palestinienne est cette fois considérable. En tout 5 voitures précèdent le ministre français des Affaires étrangères. En ce mois de novembre 1997, Hubert Védrine vient se rendre compte sur place de l'utilisation des fonds français qui alimentent l'université. Le climat est bon et pourtant des gardes du corps encadrent le convoi. D'autres encore sont là, en uniforme. Cet homme au béret rouge, c'est l'armée palestinienne. Ceux au béret vert sont de la police palestinienne. Ils sont là, en arrière-plan. En veste bleue, le barbu qui sourit, c'est Albert Agazarian, directeur des relations extérieures de l'université. Il avait organisé cette visite, de même que celle de Lionel Jospin, hier. Et face aux manifestants, il était sûr de les avoir convaincus de rester calmes. À 4 reprises, les autorités françaises avaient vérifié avec lui jusque dans les moindres détails la halte du Premier ministre. Et c'est donc lui qui a promis qu'à l'extérieur, rien de grave ne se produirait. Erreur d'appréciation, qui n'a pas été, semble-t-il, démentie, contrecarrée par les services français. Dès lors, les 5 à 6 hommes de l'escorte n'avaient plus qu'un objectif. Protéger le chef du gouvernement avec des enveloppes par éclat. Lui faire regagner au plus vite sa voiture blindée. Cette absence de maîtrise globale de la sécurité deviendra certainement un cas d'école pour experts de la protection rapprochée.
À Paris, Jacques Chirac, comme à l'accoutumée, n'a pas ménagé sa peine lors de l'inauguration du Salon de l'Agriculture. Le président de la République y est chez lui et en vedette américaine cette année José Bové, qui a confirmé que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, puisque le turbulent leader de la Confédération paysanne a offert lui-même respectueusement son livre à Jacques Chirac. Éric Mézy, Delphine Detry, Olivier Journiat. On se croirait sous une tonnelle, au soleil de midi. Un dimanche d'été où l'on joue à reconnaître le sucré de la carotte ou le salé du céleri. Là, on ne peut pas dire que le kiwi ou le citron c'est bon ou c'est mauvais, parce que ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres. Au milieu du brouhaha du salon, l'Odyssée végétale, c'est l'occasion de sentir les champignons des sous-bois, de faire une pause. C'est délicieux. Il n'y a rien de meilleur. C'est parfumé, on a tous les arômes de la terre. C'est d'ailleurs la tendance du salon cette année, de donner une autre image plus rassurante de l'agriculture, de répondre aux attentes du citoyen en mal d'environnement et de nature. Vous observez qu'il s'agit d'une image très apaisée par rapport à des affiches des années précédentes où l'on voyait des taureaux agressifs, puissants, conquérants pourrait-on dire. Mais il faut plus qu'une affiche pour rassurer le consommateur. Entre listériose et dioxine, la sécurité alimentaire est la préoccupation principale des visiteurs. Le premier d'entre eux, Jacques Chirac, a passé 4 heures au salon pour se livrer à un exercice qu'il affectionne, le contact avec les animaux et la dégustation des produits régionaux. L'occasion de rassurer aussi. La France est pratiquement le pays où la sécurité alimentaire est le mieux assurée. Naturellement, rien n'est jamais parfait. Et l'effort conjoint de la profession, des pouvoirs publics, permet chaque jour d'avancer vers plus de transparence, plus de traçabilité, plus de sécurité. Sur son chemin, le président a croisé José Bové, le leader de la Confédération paysanne. Un face-à-face inédit. En même temps, défendre l'intérêt de l'ensemble des agriculteurs, la souveraineté alimentaire dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Donc nous espérons que ces 6 mois vont pouvoir... Je m'efforce toujours de défendre les intérêts des paysans. José Bové a remis à Jacques Chirac son nouveau livre, dédicacé, s'il vous plaît, où il dénonce les dérives de l'agriculture intensive. Le président lui a promis de le lire. Vague d'interpellations en Corse dans le cadre de l'enquête sur les 2 attentats commis en plein jour en novembre dernier. Aujourd'hui, c'est un des responsables du mouvement nationaliste Corsica Viva qui a été placé en garde à vue. Michel Fine, Diane Richard. Cet homme en blouson bleu, encadré par des policiers, est peut-être le commanditaire des attentats commis contre l'URSSAF et la DDE d'Ajaccio. C'est en tout cas ce qu'aurait affirmé lors d'une audition l'un des nationalistes de Corsica Viva, gardé à vue depuis 4 jours au commissariat. 4 militants de ce mouvement ont été conduits dans la journée à Paris pour être mis en examen et écroués par un juge antiterroriste. Le 29 novembre dernier, les 2 attentats commis en plein jour contre la DDE et l'URSSAF avaient créé beaucoup d'émoi et fait 7 blessés. L'homme, désigné aujourd'hui comme l'organisateur présumé de ces attentats, s'appelle Joe Peraldi. C'est un ancien journaliste, militant du mouvement Corsica Viva. Nous l'avions filmé hier soir lors d'une réunion de différentes organisations nationalistes quelques heures à peine avant son interpellation. Joe Peraldi est surtout l'un des 4 nationalistes qui avaient rencontré le 22 janvier dernier, en présence du grand maître du Grand Orient de France, les responsables du Parti socialiste, par ailleurs franc-maçon. Alors que le gouvernement discute officiellement au grand jour avec des élus nationalistes, cette rencontre en catimini avait suscité de nombreuses interrogations, notamment au sein de la classe politique corse. C'est une initiative privée. À mon humble avis, elle est stupide. Personne n'a souhaité, au moment où on discute de l'avenir de la Corse, discuter du problème de la violence. Bien entendu, il y a un problème de violence, mais on ne le règle pas en appliquant les lois de la République, on ne le règle pas en discutant, et en plus en discutant de manière occulte. Les nationalistes, quant à eux, sont pour le moins perplexes. Entre la politique de discussion prônée par le Premier ministre et la politique de répression appliquée par le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, ils ont du mal, disent-ils, à voir où se trouve la ligne du gouvernement. En Savoie, une spéléologue souffrant de plusieurs fractures après une chute de pierre attend les secours qui essayent d'évacuer la jeune femme qui se trouve à près de 250 mètres de profondeur dans une grotte. Ce sont 2 de ses coéquipiers qui ont donné l'alerte. Les 2 autres sont à ses côtés. Le réseau souterrain est complexe et particulièrement accidenté, rendant difficile tout accès.
Garde à vue prolongée pour le jeune automobiliste qui a fauché hier un groupe de cyclotouristes dans le Gard. Aujourd'hui, Karim Tomadi et Denis Pardano sont retournés à Nîmes, là même où se rassemblent traditionnellement le dimanche matin les amateurs de vélo. L'émotion et la colère de ces cyclotouristes qui ont le sentiment d'être mis en cause. Il serait plus raisonnable, déjà que nous avons les feux des projecteurs sur le nez, que nous ne partions pas dans le brouillard. Ils étaient tous là ce matin, en centre-ville de Nîmes, au point de départ de la traditionnelle échappée dominicale. Rescapés du peloton accidenté, ils avaient décidé de pédaler pour semer derrière eux les images de la veille. On les sent nerveux, ils se disent agacés d'entendre parler de mesures de sécurité. Je veux dire, des précautions, je ne sais pas à quel niveau on pourrait les prendre. Je pense que déjà, c'est surtout les automobilistes qui doivent faire attention à nous. Hein, et pas de faire comme ils font quand ils nous voient. Que ce soit seul ou en groupe, c'est la catastrophe. Nous, on est pris comme des ovnis sur la route. Dès qu'on voit un cycliste intérieur, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Les cyclistes se sont sentis mis en cause par les gendarmes qui évoquaient hier le danger des longs pelotons. Si on peut donner tout de même un conseil aux cyclotouristes ou aux touristes qui font des randonnées le week-end en particulier, c'est d'éviter de se grouper et de choisir plutôt de faire des petits groupes d'une vingtaine, d'une dizaine ou d'une vingtaine de coureurs plutôt qu'un groupe très long, puisque ce groupe gêne effectivement quelque part la circulation. Le nombre de pelotons multiplie le danger. Un peloton de 100, un automobiliste le considère quand même comme un obstacle. Alors qu'un cycliste seul sur la route, il compte pas, quoi. Fédération de cyclisme, Ligue contre la violence routière, chacun réclame aujourd'hui un débat de fond sur le droit des usagers de la route. Les revendications des cyclistes du dimanche sont quant à elles les mêmes depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour éviter des drames comme hier? Des pistes cyclables à la sortie de la ville et sur 20 km. L'argent du Conseil général serait bien utilisé si on construisait ces pistes qui sont faciles à faire puisqu'il y a la place. En attendant une table ronde avec les pouvoirs publics, les cyclistes ont rendu un dernier hommage à leurs amis disparus. C'est à Nantes que demain devraient se décider de nouveaux crédits et de nouvelles mesures pour mieux faire face aux dégâts des tempêtes et de la marée noire. Sous la présidence de Lionel Jospin, 2 comités interministériels devraient annoncer des dispositifs mieux adaptés. Parmi les revendications de la population, un interlocuteur unique, un monsieur ou madame marée noire. Reportage Olivier Sioux, Gabriel Camilla dans le Morbihan. Sur la plage, professionnels et bénévoles ont provisoirement cédé la place aux promeneurs. Les lieux sont à peu près propres, mais l'inquiétude, notamment pour le tourisme et la pêche, est toujours présente. Une inquiétude relayée par des élus qui, après 2 mois de marée noire, ne savent toujours pas exactement qui fait quoi. Il ne nous paraît pas tout à fait normal que les collectivités locales soient mises à contribution autant qu'elles le sont actuellement. Et nous souhaiterions que l'État nomme en somme un monsieur marée noire ou un madame marée noire, tant au niveau de l'État que de la région et que des départements ou au niveau local. Les cafouillages des premiers jours ont laissé des traces, et notamment auprès des associations qui se sont beaucoup investies et n'ont pas toujours été payées de retour. Elles aussi souhaitent à l'avenir être plus étroitement associées aux prises de décision. On a été associés de par, je crois, le dynamisme des associations qui ont montré à cette occasion leur capacité à réagir. Mais je crois qu'à l'avenir, il faut, disons, institutionnaliser la méthode et faire en sorte que les associations soient de fait inclus dans les dispositifs. Les moyens mis en œuvre ne sont pas en cause. De ce point de vue, tous le disent, l'État a fait ce qu'il fallait. La Ligue de protection des oiseaux a ainsi pu installer sa clinique dans l'ancienne base sous-marine de Lorient. La préfecture règle même les salaires des 18 permanents. Certes, il n'arrive plus ici chaque jour qu'une dizaine d'oiseaux mazoutés, mais la menace plane toujours. On va être obligé de garder le centre de soins en veille le temps du pompage de la RICA. Donc moi, je n'ai qu'une hantise depuis le 12 décembre que ces 2 épaves soient pompées. Organiser le pompage rapide de l'épave, empêcher les navires poubelles de longer les côtes françaises, ce sont les 2 revendications essentielles aujourd'hui des Bretons et des Vendéens. Au Mozambique, ces terribles inondations qui ont fait au moins 164 morts, les inondations les plus graves depuis un demi-siècle, une situation d'une extrême précarité pour ces centaines d'habitants qui devraient être évacués, sans compter la faiblesse des moyens de secours. Patricia Charnelet.
quelques hélicoptères pour sauver des milliers de personnes, les habitants du Mozambique sont pris au piège de l'eau. Le cyclone Eline, les pluies, les inondations les chassent de leurs terres et ils se réfugient sur les points les plus élevés des buttes de terre, des toits, des pylônes. Le niveau du fleuve et des rivières ne cesse de monter, par endroits de plus de 5 mètres. La situation est plus que critique. Il est tout à fait impossible de sauver toutes ces personnes en grand danger. C'est catastrophique. Il faudrait beaucoup plus d'aide. L'acheminement des secours, auxquels participent déjà des pays comme les États-Unis et la France, est très difficile. De très nombreux ponts et routes sont coupés. L'évacuation des populations mobilise le peu de moyens disponibles sur le terrain. Les vivres commencent à manquer et la malaria, la principale cause de décès chez les jeunes enfants, est en recrudescence. Le Mozambique connaît sans doute là l'une des plus grandes catastrophes de son histoire, déjà si chaotique ces dernières années. Sortant à peine d'une très longue guerre civile, les habitants assistent impuissants à ce nouveau naufrage. Les élections présidentielles au Sénégal, le président Abdou Diouf brille un 4e mandat. Il est à la tête de l'État depuis 1981. Quelques 2 700 000 électeurs devront se prononcer entre 8 candidats, dont 2 anciens ministres socialistes passés dans l'opposition. Le Parti socialiste qui est au pouvoir depuis l'indépendance en 1960, la corruption, la pauvreté et la nécessité de changements constitutionnels font envisager un possible 2e tour. À présent, je vous propose ce portrait croisé de ces 2 électeurs à l'image contrastée du pays. L'un représente la jeune génération, terriblement démunie. L'autre est une femme militante qui justifie le bilan du Parti socialiste au pouvoir. Pour les deux, cette élection est cruciale pour l'avenir du Sénégal. Nos correspondants permanents en Afrique, Éric Meunier, Roger Motte. À 29 ans, Elimane est sans emploi et vit de débrouille. Ndeye, elle, est une jeune mère de famille diplômée en sociologie. 2 exemples de jeunes adultes qui feront l'élection présidentielle au Sénégal, chacun avec ses idées. La vie d'Elimane se résume à une quête. C'est 2 000 ou 3 000 francs CFA, 10 à 20 francs français, qu'il lui faut coûte que coûte trouver tous les jours. De quoi manger et faire vivre sa famille, un père à la retraite, de nombreux frères et sœurs. Elimane appartient à ce que les économistes appellent le secteur informel de l'économie, la moitié de la population active sénégalaise. Il vit au jour le jour, son travail, rabattre les clients pour quelques boutiques du marché Sandaga. Elimane vote pour un candidat de l'opposition avant tout pour un peu de justice sociale. Je suis sorti avec mon BT en mécanique. Bon, je suis là, je ne travaille pas, je n'ai pas de boulot jusqu'à présent. Il y a les étudiants qui n'ont pas de bourse, il y a les normaliens qui n'ont pas de salaire actuellement, qui sont sortis avec leur diplôme, un professeur, mais ils n'ont pas de salaire. Donc bon, vous pensez qu'il y a des privilégiés autour de Diop et c'est ça qu'il faut changer? Si, il y a des privilégiés. Il y a des privilégiés ici, parce que bon, si vous voyez, il y a des ministres qui sont des belles villas ici, ils n'habitent pas ici, hein. Ils n'habitent pas ici à Dakar. Ouais. Beaucoup de ministres, ils ont des maisons à la Petite Côte, bon, à la Petite Côte, à Mbour, Sali ou bien Somone. Dans des beaux quartiers. Oui, dans les beaux quartiers. Et nous, nous vivons ici dans les quartiers pauvres. Après des années de militantisme à l'université de Saint-Louis du Sénégal, Ndeye a repris sa carte au cercle des jeunes cadres socialistes, il y a 5 mois. Par fidélité à Abdou Diouf, le président sortant, et pour défendre un bilan qu'elle estime globalement positif. Je pense que le président Abdou Diouf est le plus exposé parce que c'est lui qui a géré le pays. Les autres n'ont pas géré ce pays-là. On ne peut pas faire valablement le bilan. Quand elle veut nous montrer son Sénégal, c'est ici qu'elle nous emmène, le chantier de la technopole de Dakar qui devrait accueillir des entreprises modèles. Si elle reconnaît que tout le monde n'a pas encore profité de la croissance, elle estime que le partage est en train de se faire. Le Sénégal a évolué en démocratie. Le Sénégal a évolué en liberté de presse, en liberté d'association. Le Sénégal a évolué par rapport à l'émergence d'une société civile qui est considérée aujourd'hui et qui prend la parole, qui défend ses intérêts. Le Sénégal a évolué en termes par rapport aux femmes, parce que le peuple est devenu exigeant aujourd'hui. Nous pensons qu'il faut changer. Le président Diouf sait qu'il faut changer, mais nous voulons changer avec lui. De conception d'un pays, de Sénégal, qui se sont retrouvés aujourd'hui dans un même lieu, l'Isolois. Élection test en Allemagne, dans ce land du Nord, le Schleswig-Holstein. C'est la première fois que les électeurs se rendent aux urnes depuis l'éclatement du scandale de la CDU. L'affaire des caisses noires pourrait modifier le résultat du scrutin. C'est l'ancien ministre de la Défense, Helmut Kohl, qui mène la liste de son parti. Et ce soir, selon les premières estimations sorties des urnes, le SPD serait largement gagnant. Olivier Lerner.
Ils s'attendaient au pire, les militants de la CDU. La droite allemande, mise à mal depuis 2 mois, est certes vaincue, mais pas abattue. Et c'est une surprise. Oui, on a déjoué les pronostics, on a fait beaucoup mieux qu'on ne l'espérait. Certains nous plaçaient sous la barre des 30%, et ils se sont trompés. La gauche peut crier victoire avant le scandale des pots de vin et des caisses noires, la droite était donnée gagnante ici. Les gens ne parlent que de cette affaire. Elle collectionne les chapeaux et les bagues, la présidente du Parlement réélue. Elle collectionne également les victoires, celles-ci plus faciles à obtenir que les autres. La droite allemande doit regarder la gauche avec envie, tout lui sourit. Les affaires de la CDU ne se sont pas transformées en affaires d'État. La crise est à droite, rien qu'à droite. Le très médiatique Volker Ruhe, ancien ministre de la Défense, candidat malheureux, n'a pas tout perdu dans cette bataille régionale. Son nom est cité fréquemment pour occuper la tête de son parti. Une défaite honorable pour la droite allemande qui garde la face, qui garde aussi tout son champ d'action. L'extrême droite ne pourra en tirer aucun bénéfice. Une petite révolution en Grande-Bretagne. À partir de demain et après plus d'un siècle, la fin de la quarantaine pour les animaux domestiques, obligés de passer 6 mois dans des chenils spécialisées pour éviter toute propagation éventuelle de la rage. À la clé pour le début de cette semaine, un passeport pour animaux, un ouf de soulagement. Benoît Duquesne. Lady Fretwell est heureuse. Lundi sera un grand jour, l'aboutissement de son combat, la fin d'une pratique vieille d'un siècle, d'une obligation toute britannique et presque barbare, la quarantaine. C'est pour lundi, oui, c'est pour lundi. On a fait ça pour tous les gens qui nous ont aidés, pour les remercier. La quarantaine, 6 mois d'isolement dans l'un des 80 chenils du royaume, un sas sanitaire contre la rage, un passage obligé pour tous les animaux candidats à l'entrée en Grande-Bretagne. Guy Templin est le maître des lieux. Il règne sur une 60aine de chiens et 40 chats. Son chenil est propre, bien tenu, presque agréable. Rien de traumatisant, pense-t-il, pour ses pensionnaires. Les chiens ici ne souffrent pas du stress. Leurs propriétaires sont convaincus que les chiens sont stressés et du coup ce sont eux qui stressent. C'est beaucoup plus difficile pour les propriétaires que pour les chiens. À 3 500 francs par mois pour un chien, un peu moins pour un chat, c'est vrai que la pension était bien tenue. Après 6 ans de lutte, ce sont bien les propriétaires qui ont obtenu la fin de cette pratique. Ce couple d'Américains est arrivé en décembre dernier avec ses 13 chats. Tous sont en quarantaine alors qu'un vaccin et un test sanguin suffiraient à s'assurer contre la rage. Depuis le temps que ça existe, il n'y a jamais eu vraiment de cas de rage durant la quarantaine. On peut donc se demander à quoi ça sert. Pour l'instant, seuls 22 pays exempts de la rage sont concernés par cette levée de la quarantaine et l'instauration d'un système draconien de passeport pour animaux. Un passeport qui leur donnera le droit, pour la première fois depuis 100 ans, d'entrer librement en Grande-Bretagne. En France, les forêts dévastées par la tempête tardent à être nettoyées, pour la plus grande inquiétude des sapeurs-pompiers qui craignent que les voies d'accès bouchées par les débris d'arbres mettent en péril la sauvegarde de ces massifs particulièrement secs au moment des saisons à risque. Reportage dans le sud de la Charente-Maritime, entre Royan et Marennes. Christophe de Valembras, Alain Darigrand. Les pompiers appellent cela les tranchées. 150 km de pistes qui quadrillent la forêt de la Coubre. En cas d'incendie, elles permettent d'intervenir en tout point du massif en moins de 20 minutes, ou plutôt permettaient. Les dégâts de la tempête, un tiers à peine du réseau est praticable. Délai d'intervention au cœur de la forêt non plus 20, mais 45 minutes. La différence peut s'avérer catastrophique. Ces 25 minutes peuvent être fondamentalement gravissimes pour nous. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le feu peut avoir pris une extension telle que dès lors que nous arriverons à lui, il sera trop fort pour nous. La forêt est en péril, c'est évident. Car la saison à risque s'annonce. Le printemps, plus dangereux encore que l'été. Alors on travaille d'arrache-pied, on a fait venir des spécialistes, les forestiers sapeurs des Bouches-du-Rhône. On a par contre un très gros chantier, avec des arbres qui sont tombés de part et d'autre, qui obstruent complètement le passage. Donc là, il y a un très gros travail à réaliser. Et dans la partie Lyon, pour liaison vers les plages, on n'a pas encore travaillé dessus. Il convient en priorité de remettre en état et de permettre facilement la lutte contre l'incendie dans toute la zone qui est proche de l'océan, là où les touristes, il y a la plus grosse concentration des touristes en été. On a une première équipe qui est devant, qui est chargée de couper et d'abattre les arbres qui sont dangereux et de couper tous les branchages.
Et derrière, il y a la machine qui est un broyeur, qui a pour mission de couper tout ce qui est branches qui ont été regroupées, de manière à ce que la masse de combustible soit ramenée au plus petit volume possible, de manière à ce qu'il ne puisse pas brûler facilement. Bien nettoyés, les tranchées pourront également jouer leur rôle de coupe-feu. Mais il faudra encore beaucoup de travail pour sécuriser l'ensemble de la forêt. Les pompiers de Royan ont déjà demandé que pour cette saison, on leur mette à disposition des canadaires. Participation record pour cette 25e édition de l'Enduro du Touquet, remportée par le motard Thierry Bétis. Marc Maisonneuve et Madi Diawara se sont intéressés à ces passionnés, pilotes émérites ou ensablés. Au départ, ils sont plus de 1000, tous ensemble. À l'arrivée, ils sont toujours 1000, mais un seul à la fois, c'est le goulet. Le goulet, c'est tellement simple que c'en est presque définitif. Les poireaux, ce sont les pilotes qui restent plantés dans le sable. Parmi eux, Franck, numéro 550, un poireau qui n'a pas pris racine. J'ai suivi un gars qui avait l'air bon dans sa trace, quoi. Alors on a passé pas trop mal le goulet. Franck ne fera que 2 tours. Pourtant, il s'était préparé. Trader à la bourse, avec ses copains le Touquet, c'est la première course. Au programme, étude de dune avec un ancien champion du monde. Ouais, surtout pour moi, ça sera, je dirais, l'inconnu total. Et de tour en tour, le parcours va évoluer, va se creuser. Après les reconnaissances, barbecue et eau minérale pour Franck. Mais dans le Touquet, il y a d'autres feux de camp et des eaux minérales sans doute frelatées. Cela va durer toute la nuit. Il a dormi cette nuit, Éric Croquelois. Ses copains l'appellent Croquette. Il boit de l'eau et mange des pâtes depuis 6 mois pour la course. Le Touquet, c'est sa course. Il y a 2 ans, il était 10e. Depuis, il rêve de faire mieux, 5e ou 6e, car il veut plus, il veut faire le Dakar. Cette année, coincé dans la Meute, il a manqué son départ et n'a jamais pu rattraper l'autre spécialiste local, Arnaud Demester. Je suis parti en dernier, avec tout le monde, et puis après c'était la course à l'échalote, il a fallu que je remonte tout le temps. Donc je me suis vidé déjà dès la moitié de la course, j'étais vide. 18e ce soir, Croquette est déçu, mais il ira faire la fête avec ceux qui l'ont aidé à se préparer. Ouais, c'est un pote du Nord, on roule ensemble, c'est un mec extra, donc moi je donne toujours à ceux qui rendent. L'année prochaine, Franck, Croquette et les autres espèrent bien vivre une autre histoire de potes dans le Goulet. De la mode prêt-à-porter de l'hiver 2000, sur le podium du Carrousel du Louvre, la collection Balmain, emmenée par Gilles Dufour, l'éclat des couleurs et des matières. Nicole Cornu-Langlois, Bernard Connor. Vernis incandescent, musique rock, top modèle, fringues fluo, flash et star, c'est parti pour une semaine frénétique, voire psychédélique. Chez Balmain, Gilles Dufour donne le ton. J'aime bien les choses un peu poétiques, surréalistes et déviées. Ensuite, par exemple, vous avez le fameux poulet cachemire roast beef en jambon de Bayonne. Il ose aussi des pastilles un peu partout, là où il faut. Des bottines ouvertes pour scander le tempo du podium et des couleurs acidulées pour des gilets de vison. Diabolique, il compose des cocktails de gag ou de tag, mais pour séduire Catherine, il sait aussi s'assagir pour un tailleur à jupe dansante. C'est pas BCBG, c'est plutôt jeune et c'est plutôt... mais c'est une façon de porter les choses. Il y a des vestes très classiques qu'on peut mettre à sa façon parce qu'on n'est pas obligé de se déguiser. On aimera en effet porter ces ensembles aux allures juvéniles. Ces manteaux de feutre bien coupés et décontractés, les pantalons fluides en velours dévoré, les blousons de garçon et les mélanges de cuir sur robe de mousseline. Cette veste cintrée à boutons brodés inspirée des ballets russes. Et pour les moins téméraires, une robe apparemment sage, mais dénudée dans le dos. Une mode vitaminée par un créateur au meilleur de sa forme et de son humeur. En Islande, l'éruption du volcan éclate d'une très grande intensité. Des coulées de lave étaient visibles à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Un nuage de fumée de cendres s'élevait haut, rendant difficile le survol de ce volcan recouvert de neige à cette époque de l'année. Image inédite de ces coulées de lave sur des versants immaculés.
C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Jacques Chirac rappelle à l'ordre Lionel Jospin en décrochant son téléphone dès le retour à Paris du Premier ministre. Ce soir, Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, affirme que les propos de Lionel Jospin sont fondés sur le cœur et la conviction. L'inauguration du Salon de l'Agriculture, 600 000 visiteurs attendus et le premier d'entre eux, le président de la République, avec une sage rencontre. José Bové, son livre à la main. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, 20h50 votre film, L'inspecteur ne renonce jamais avec Clint Eastwood, 23h40 le dernier journal, Laurence Ostolazza, demain 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin en direct du Salon de l'Agriculture aura pour invité Luc Guyot, président de la FNSEA, à 13h le journal Carlos Gessler et Rachid Arabe, à 20h vous retrouverez Claude Sérian. Je vous remercie de votre attention, excellente fin de soirée sur France 2.